France Maghreb 2. À la une de ce grand forum pour ce jeudi 30 janvier, affaire Mila. Pensez-vous que l'adolescente doit être condamnée pour ses propos? On en parle dans un instant. Sachez qu'aujourd'hui, le parquet a abandonné les poursuites pour provocation à la haine raciale, classée sans suite. On en parle dans un instant avec Ousmane Timera, avec Islem Seili, qui sont avec nous et vous pourrez intervenir évidemment 01 40 33 9000. Les rendez-vous d'Anna, comme chaque semaine dans cette émission Le Grand Forum. Retrouvez-nous en compagnie tout à l'heure du docteur Fadoua Maliani, l'une des meilleures dermatologues au Maroc, spécialisée dans le domaine de la médecine esthétique, qui nous vient spécialement de Casablanca et qui répondra à nos questions et ainsi nous aider à prendre soin de notre santé, avoir une belle peau et être rayonnant. Municipal 2020, invité Muriel Bazé, candidate à Montreuil, soutenue par En Marche LR. On sera avec elle tout à l'heure pour découvrir son programme, ses propositions pour Montreuil. C'est parti pour le LGF, je vous en souhaite la bienvenue jusque 18h sur France Maghreb 2. Le Grand Forum sur France Maghreb 2, soyez les bienvenus en ce jeudi 30 janvier. Ravi de vous retrouver une nouvelle fois jusque 18h avec une émission très chargée tout à l'heure, évidemment en plein cœur des municipales 2020. Nous irons à Montreuil à la connaissance, à la rencontre de Muriel Bazé, qui est candidate à Montreuil pour l'élection du 15 mars prochain. On fera connaissance avec elle car chaque jour nous recevons un candidat d'une ville différente. On parlera aussi avec Anna dans les rendez-vous d'Anna et son invité aujourd'hui venu de Casablanca, une dermatologue spécialisée en chirurgie esthétique tout à l'heure. Pour prendre soin de sa peau, c'est plutôt bien vu, donc rendez-vous à 17h. En attendant, on va parler de l'affaire Mila, mais je ne vais pas en parler seul avec vous, puisque notre ami Islem Seili, vous vous rappelez Islem Seili, il était dans le LGF, ça fait combien? Un an au moins? Ouais, un an et demi, ouais, ça va, salut à tous. Comment ça va mon Islem? Bah ça va et toi? Ça fait super longtemps. Ça fait super plaisir de se revoir. Grave. Alors qu'est-ce que tu deviens Islem, on veut tout savoir? Bah écoute, je toujours comédien, j'ai tourné dans un film, Soumaya. Ouais. Tu l'as vu d'ailleurs? Bien sûr. T'as aimé? Ouais, grave. Super, t'as aimé mon rôle? Oui. Ouais, moi aussi j'ai kiffé. On t'a reconnu, on t'a bien reconnu, Islem Seili quoi. Hein? On a même reçu d'ailleurs... Alors je crois que c'est la réalisatrice. Non, c'était Soraya, c'était l'actrice principale. Ah, c'était l'actrice principale, voilà. Mais vous m'aviez appelé en plus, ouais. Ouais, exact. Je me souviens de ça. Ouais. Alors t'es parti un petit peu faire tes armes aux États-Unis? Ouais, voilà, je suis parti faire et du alors, stand-up. Raconte-nous comment ça se passe là-bas. C'est la street, mais c'est bien. C'est la super street, mais c'est bien, ouais. En tant que comédien, tu t'apprends beaucoup là-bas. Et tu maîtrises parfaitement l'anglais? Non. Non, on va dire quand on parle, je comprends tout. Mais pour m'exprimer, j'aurais toujours des difficultés, tu vois, parce que je pense qu'il faut au moins 2 ans pour être parfaitement bilingue. Ça t'a aidé quand même à renforcer ton anglais. Ah ouais, de ouf. Maintenant, je regarde les films en VO, tu sais, ça fait plaisir. Et tes spectacles, tu les fais en quoi? En anglais, en français? Là-bas, c'était en anglais, du coup, j'étais obligé de jouer en anglais. Ah ouais. Chaud alors. Ah, franchement, c'est une super expérience, c'est une super école là-bas, on apprend beaucoup de choses. Et le public américain, il est réceptif? Plus réceptif que le parisien déjà. Ah ouais. Parce que déjà quand tu fais rire à Paris, c'est que tu peux faire rire partout de toute façon, parce que les Parisiens sont tellement, c'est un public très dur, mais les Américains sont beaucoup plus open, plus cool quoi. Bon, en tout cas, je suis ravi de te retrouver. Tu restes avec nous un petit peu en France ou tu repars là? Ouais, je vais rester quelques temps, après je repars. Bon, d'accord, donc ça te fera l'occasion de revenir. Bah bien sûr. Bon, très bien. Alors on va parler d'un sujet bien à la française. D'ailleurs, je sais pas si aux États-Unis une telle affaire aurait fait autant de bruit. Je sais pas. L'affaire Mila. Ouais. Pour recontextualiser un petit peu les choses, c'est cette jeune fille âgée de 16 ans qui sur Instagram s'est fait un peu remarquer la semaine dernière, puisque se faisant un petit peu draguer lourdement, on va dire, et elle a mis un frein, stop, et c'est parti dans les insultes envers l'islam. Le Coran c'est de la merde, l'islam c'est de la merde, je vous en passe, c'est les meilleurs, hein, évidemment. Alors ça a créé toute une polémique, au travers de ses propos. Elle a reçu des menaces de mort que l'on évidemment condamne tous, bien entendu. Ouais. Et ça a monté crescendo dans la classe politique, parce qu'aujourd'hui tous les politiciens en parlent. Est-ce que, et c'est là ma question aujourd'hui, est-ce que Mila doit être condamnée pour ses propos? C'est la question que je vous pose, en ayant en mémoire et surtout à l'esprit, cher Islam, que aujourd'hui le parquet a décidé d'annuler les poursuites contre elle pour provocation à la haine raciale, puisqu'il y a eu 2 enquêtes contre elle, donc concernant ces menaces de mort évidemment, et sur le fait qu'elle aurait eu des provocations à caractère racial. Le parquet a classé sans suite. Et alors que Ousmane Timera vient de rentrer dans les studios, je salue notre ami Ousmane. Ouais, bonsoir Ousmane, ça va? Ouais, ça va et vous? Ouais. Tu te rappelles de Islem? Oui, je me souviens de lui. Vous vous êtes croisés tous les deux. Débat sur
sécurité de l'État ou quelque chose comme ça, je crois. Ah oui, je me rappelle, oui. Voilà, c'est autre chose. Là c'est Mila. Ouais, là c'est Mila. Comment ça va, Ousmane? Vous êtes encore là-dessus? Bah oui. Ah, On est, alors, Ousmane, on est en France. C'est vrai. Bah oui, voilà. Moi, la France aime bien régurgiter les mêmes Écoutez, débats en attendant le prochain. Nicole Belloubet, la ministre de la Justice, en a parlé. Le ministre de l'Intérieur en a parlé à l'Assemblée nationale. Ça y est, on en parle partout, les amis. Là, c'est le jour de blanc pour jour. la demoiselle. Oui. Alors, Non. Islam, sur le fait que le parquet, donc moi, ma question c'est, doit-elle être condamné ou puni en tout cas, et de quelle manière? Bon, moi, je veux te dire, bon, ça va pas être très formel, mais moi, si j'étais son père, déjà, je pense que je leur ai mis une grosse claque. Enfin, je veux dire, je veux pas inciter à la Non, pas violence. l'incitation à la violence, monsieur Islam Saïdi, commençons par. Non, mais moi, si mon fils, je sais pas, il dit des trucs sur le bouddhisme ou christianisme, je vais lui dire, oh, ok, qu'est-ce qui t'arrive, calme-toi, enfin, respecte la religion des gens. Non, ouais, c'est très grave. Après, c'est une mineure, donc je sais pas dans quelle mesure on peut condamner une mineure quand on vient de l'État. Enfin, je sais pas comment la justice s'organise à ce moment-là, mais qu'on abandonne les charges contre elle, c'est clairement une incitation à la haine. Enfin, je veux dire, il y a quand même Zemmour qui lui a été condamné, et elle a dit des propos, mais je sais pas si c'est pire et lequel est le pire, parce que derrière Zemmour il y a une vraie pensée. Elle, c'est une petite gamine de 16 ans, mais on dirait que de ce que je vois, j'ai l'impression qu'on essaie de protéger ce qu'elle veut dire, tu vois. Genre carrément, Chiappa est arrivé, elle a dit non, mais moi je condamne, bien évidemment qu'on doit pas la menacer de viol ou de mort comme des débiles l'ont fait, mais on va pas parler que de ça, on peut parler aussi de ses propos qui sont archi graves. Enfin, on va pas banaliser de tels propos, on n'est plus en 1939, c'est archi grave de dire des trucs comme ça, et franchement, moi Sauf que le droit au blasphème n'est pas interdit. Comment? Le droit au blasphème. D'accord, le droit au blasphème, mais insulte pas la religion de 1,5 milliard de personnes. En plus, derrière, elle précise, ah mais je suis pas raciste. Bah si, c'est un peu du racisme, ça vient du racisme quand même. Si à partir du moment, si demain moi je commence à insulter le judaïsme ou le christianisme aussi ouvertement et aussi vulgairement, je suis pas sûr qu'on va me dire non mais t'as le droit au blasphème, t'as le droit à insulter la religion des gens. Enfin, au bout d'un moment, il y a une question de respect, et peut-être que même si c'est pas illégal, ça reste quand même profondément immoral ce qu'elle a fait. Et je pense qu'elle méritait pas physiquement, mais une petite tape sur les doigts, au moins une remise en place. Ok, on te condamne pas parce que t'as que 16 ans et ce que t'as fait n'est pas illégal, mais quand même ce que t'as fait est quand même, enfin je veux dire, il y a quand même des millions de musulmans en France que t'as heurté, que t'as choqué. T'as que 16 ans, ma petite, calme-toi, présente tes excuses. C'est grave ce qu'elle a dit quand même. Elle les assume, ses propos, elle les assume, mais aujourd'hui la situation est que cette jeune fille n'arrive pas à être scolarisée parce que évidemment ça devient très compliqué pour elle. Ouais, même ça, j'ai pas trop aimé, parce qu'en fait, elle a fait passer la communauté musulmane en France pour des gens qui savent pas se tenir et qui savent réagir que par la violence, en disant non mais je vais plus à l'école sinon je vais me faire tuer, frapper. Mais on va pas réagir comme ça en plus. Faut arrêter de dire n'importe quoi. Enfin, je veux dire, c'est limite nous associer au terrorisme ce qu'elle a fait. Enfin, dire comme ça, ouais, je reçois que des menaces de mort, que des trucs comme ça. Enfin, mettre que ça en avant et derrière dire carrément j'ai peur d'aller à l'école parce que j'ai peur qu'on me frappe, j'ai peur qu'on me tue. C'est limite nous prendre pour prendre les 6 millions de Français qui sont de confession musulmane pour des terroristes. Et enfin, de toute façon, ça m'étonne plus de la part de ce que... Ousmane, est-ce qu'une jeune fille de 16 ans qui tient de tels propos que tu as pu lire, voir, de quelle manière il faut lui faire comprendre qu'elle a pu heurter quand même? En fait, ça dépend, parce que la personne qu'on a en face, en fait, ça me gêne de reparler de ça, j'aime pas me répéter, parce que mardi, j'ai déjà dit ce que j'avais à dire sur le sujet. Donc je pense que j'ai rien à dire là-dessus. Qu'est-ce que je voulais... Enfin, j'ai rien à dire. Il y a rien à dire là-dessus. Tout simplement, le jugement qui a été fait est un symbole politique, effectivement. Et de ce fait, de toute façon, bon an, mal an, il y a un laisser-aller sur le plan médiatique et sur le plan de l'élite politico-médiatique quant à la permission donnée de taper sur du musulman et sur les symboles des musulmans. Et effectivement, c'est inadmissible. Mais de quelle manière réagir à cela? Dénoncer, dire qu'on n'est pas d'accord avec calme et détermination, et c'est tout. Oui, nous ne sommes pas d'accord. Oui, mais d'accord, on n'est pas d'accord. Mais une fois qu'on a dit ça, aujourd'hui, t'as toute cette classe politique qui s'en mêle et qui prend part à cette affaire en disant voilà, elle a le droit de s'exprimer, d'avoir son avis sur une religion, on a le droit de critiquer la religion. Non mais tout ça, on sait très bien que les hommes politiques et les femmes politiques de ce pays sont, en tout cas ceux qui tiennent le pavé, sont islamophobes. J'assume le terme. Parce que dire qu'on peut insulter une religion, mais ne pas être raciste envers ceux qui sont les porteurs de foi de cette religion, mais comment peut-on
insulter la religion d'une personne tout en disant que je continue à te respecter. C'est de la pure hypocrisie. Donc, c'est de l'islamophobie. L'islamophobie, ça n'est pas ne pas être d'accord avec telle ou telle religion. Moi, je ne suis pas d'accord avec l'athéisme. Ouais. Je ne suis pas athéophobe. C'est-à-dire, je passe pas mon temps à insulter les athées et leurs croyances. J'ai des débats de fond philosophiques avec des personnes athées. On se respecte. Que quelqu'un me dise que votre religion me semble bizarre sur tel et tel point, ou je ne suis pas d'accord sur telle et telle position, ok, y a pas de souci, on en discute. Ça n'est pas de cela dont il est question. Il s'agit de heurter des populations entières, de salir leurs symboles et de continuer au fait ce que la colonisation voulait toujours faire. Dominer les esprits afin de faciliter la domination des corps. Voilà ce qui est en train de se passer. Tout ça ne sont que des paravents qui servent à exprimer au fait un racisme de fond. Ma question aussi, Ousmane, j'aimerais que tu y répondes. Toi qui es quand même une personne d'un certain âge, avec une certaine expérience, tu as aussi des enfants. Ça peut arriver aujourd'hui, on est dans cette culture du buzz, et je pense que Islam la connaît bien, au travers des réseaux sociaux, et que cette jeune fille, bien qu'elle ait 16 ans, elle a quand même toute sa tête, elle a pu se construire, elle assume parfaitement ce qu'elle dit et ce qu'elle a dit. Est-ce qu'il y a une manière, j'allais dire, correcte, pour pouvoir lui faire prendre conscience de ce qu'elle a fait, et surtout qu'elle a pu heurter, parce que c'est le cas, je veux dire, quand on insulte ton livre sacré, ton Dieu, ta religion, on t'insulte, d'accord? Comment fait-on pour faire prendre conscience à cette jeune fille qu'elle a heurté, et ce qu'elle a fait, c'est évidemment, je vais pas dire condamnable parce que ça ne l'est pas visiblement, en croire l'arrêt des poursuites pour provocation à la haine raciale classé sans suite par le parquet, mais que de tels propos, ça puisse heurter, ça puisse choquer. Mais moi j'aimerais dire, bon déjà à part dire que c'est raciste, mais moi j'aimerais dire aux musulmans de se fier à ce que leur dit leur livre et le Coran en l'occurrence ici dans ce genre de situation. Des insultes, le prophète en a eu. Les musulmans en ont toujours eu. Le Coran prévient à plusieurs reprises que de la part d'un certain nombre de catégories de personnes, nous recevrons insultes et diffamations. Mais à chaque fois, qu'est-ce qu'il nous répond? Qu'est-ce qu'il nous demande de faire? De patienter, de persévérer, de continuer le chemin, et c'est tout. Les chiens aboient et la caravane passe. La caravane passe, oui. Donc, il n'y a que ça à faire. Il n'y a que ça à faire. Ça veut pas dire être... Parce qu'on nous on pense que le courage c'est répondre, mais quelquefois ne pas répondre c'est une forme de courage. Il s'agit de continuer notre travail. Ces gens-là essayent d'arrêter ce qui est inéluctable: l'installation, l'intégration et la participation à l'avenir de l'Europe de toute une population musulmane. Voilà ce qu'ils veulent remettre en cause. Et ceux-là, ils peuvent cracher sur le soleil, ça n'empêchera pas le soleil de se lever. Par contre, cette jeune fille, pour moi, en fait, il n'y avait même pas comme on est dans l'ère du buzz et que tout le monde réagit tout et n'importe comment, mais il n'y avait même pas à lui donner autant d'importance. Cette fille, je pense, voulait faire du buzz. En tout cas, si elle ne le voulait pas, elle a réussi. Elle a réussi, oui. Et il suffisait tout simplement de lui balancer un passage du Coran. Ouais. Un passage du Coran qui dit tout simplement et les serviteurs de tout miséricordieux sont ceux qui sur terre marchent doucement. Et lorsque les ignorants leur adressent la parole, ils répondent par la paix. C'est aussi simple que ça. Magnifique. Soraya Rachidi qui est avec nous aussi, qui nous a rejoint. Bonjour ma Soraya. Oui, bonjour tout le monde. Comment ça va? Ça va bien et vous? L'affaire Mila. Oui, c'est toujours ça. au cœur de l'actualité. C'est si important que ça, cette affaire? Bah oui, mais je sais pas, mais attendez. Moi j'ai pas la télé chez moi. J'ai en face de moi deux garçons que j'ai pas la télé à la maison, quoi. Deux garçons qui découvrent un peu la réalité française. Vous êtes partis, vous avez décidé de quitter un peu la France et vous avez bien raison. C'était Ousmane. Là j'étais à Dakar, après au Mali, puis voilà. Je suis revenu pour des séminaires. Là je repars bientôt. Et donc ces messieurs ont l'air de découvrir qu'en France, bah oui, on peut s'arrêter, on peut faire de l'actualité. Une affaire autour d'une jeune fille qui a eu des propos gravissimes. Non mais comme dirait l'autre là, allô quoi. Non mais allô quoi. Ouais. Pendant une semaine minimum, on va en parler. Ah mais ça a visé. Oui. Alors Soraya, est-ce qu'elle doit être condamnée et surtout de quelle manière doit-on la punir ou lui faire prendre conscience? La punir, non, le lui faire prendre conscience, comprendre. Lui faire comprendre que ce qu'elle a fait, ça a heurté, qu'il y a des gens qui se sont sentis insultés, bon toujours les mêmes, j'ai envie de dire les musulmans qui sont de toute façon régulièrement attaqués dans les médias en France. Et là aujourd'hui la parole se libère, la parole concernant l'islam, les musulmans se libèrent davantage.
La punir, enfin je sais pas, mais en tout cas, je pense que en écoutant les gens autour d'elle, elle est en train de se rendre compte du mal peut-être qu'elle a fait aux gens. Et si on la punit elle, dans ce cas-là, on punit aussi ceux qui condamnent à mort, en tout cas. Bien entendu, que, évidemment. Ouais, voilà. Mais est-ce qu'on a besoin de le rappeler? Moi, en fait, aujourd'hui, on est en train de nous mettre dans des cases. On parle d'une affaire. Mais si on ne condamne pas évidemment le fait qu'elle a été menacée de mort, on va être accusé de c'est bien fait pour elle, elle l'a bien cherché. Mais pas du tout. En fait, c'est ce qu'il a dit comment il s'appelle? Abdallah Zekri, il a dit qui sème le vent récolte la tempête. C'est un peu ridicule en fait, il tend le bâton. C'est maladroit. Ouais, voilà, il tend le bâton. Comment dire, ceux qui ont condamné à mort aussi, ils cherchent à ce qu'on parle d'eux aussi dans ce cas-là. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc il faut pas répondre à la violence par la violence. Cette jeune fille, elle a dit des bêtises, des grosses conneries, je suis la première à le dire, mais je pense que comme l'a dit Ousmane Timera, ça l'aime, tout simplement. Ouais. Il faut passer le en second. prenant un passage du Coran, c'est une belle réponse, j'ai envie de dire. Tiens, on a Ahmed qui nous appelle de Mulhouse. Bonsoir Ahmed. Et bonjour Christophe, bonjour à toute l'équipe de France Maghreb 2. Salut Ahmed. Salut. Bonjour. Moi je voulais un peu réagir sur l'affaire de Mila. Oui. Où je suis vraiment choqué par la décision de justice qui a donné sur un non-lieu. Ça véhicule quoi derrière? Moi je dis ça véhicule quoi? Ça veut donner quoi aux personnes? Qu'est-ce qu'on essaie de donner aux personnes et surtout aux islamophobes dans ce pays? Qu'est-ce qu'on essaie de leur faire véhiculer? Moi j'ai l'impression qu'on est en train de dire allez-y, foncez, vous êtes couverts sur le principe d'une critique, vous pouvez insulter des personnes et d'ailleurs vous serez couverts, et c'est ça qui me choque. Je condamne les violences qui sont envers cette jeune fille. Mais ce qui me choque moins, c'est ce principe de dire on peut insulter une religion, parce que c'est pas toujours les religions, c'est seulement une qui est visée, c'est l'islam, et sous couvert d'une critique, on laisse passer ça. Et qu'est-ce qui va être... On a bien compris, Ahmed, dans ton propos. Je sais pas qui veut répondre à Ahmed. Il a raison, Ahmed, de dire ça. Je veux dire, la justice, au travers de cette décision, le parquet qui décide d'annuler les poursuites pour provocation à la haine raciale concernant les propos de Mila. Est-ce que cela veut pas dire, voilà, vous pouvez y aller tranquille, vous êtes couverts, vous pouvez vous déchaîner sur l'islam en particulier. Après, d'un autre côté, Zemmour, il a été condamné, donc il faut pas non plus voir que ce qui ne va pas en notre faveur. Moi, je pense qu'ils ont dû prendre en considération sa jeunesse. Mais ça n'a pas été pris en considération, parce que cette jeune fille aurait dû quand même être condamnée, parce que c'est une provocation à la haine raciale. Et on donne le message à d'autres personnes pour leur dire, là, demain, moi je suis au travail, ou n'importe où, n'importe quel musulman, pour leur dire, allez-y, vous pouvez y aller dans les lieux publics, au travail. Il ne se passera rien, il y aura toujours un non-lieu. Oui. En fait, il y a deux choses. Il y a deux choses dans l'affaire. Il y a une interprétation politique à faire, effectivement, que, comme j'ai dit mardi dernier, il y a un raidissement islamophobe et un peu d'intolérance de la part de l'élite française, et cela passe par les différents courroies du pouvoir, notamment la justice. Ça, c'est un premier élément. Mais le deuxième élément, c'est la prise en compte de la jeunesse de cette jeune fille. Normalement, quand on est à cet âge-là, normalement, on aurait dû quand même la blâmer. Ce ne sont pas des choses à faire, mademoiselle, mais passons là-dessus, qu'on ne vous y reprenne pas. Ouais. Je pense que là, ça aurait été quand même mieux, plutôt qu'un non-lieu. Je ne sais pas ce qui s'est passé au tribunal, qu'est-ce qu'on lui a dit ou pas, etc. En fait, le parquet a ouvert 2 enquêtes la concernant. Une le parquet, pour provocation, c'est le gouvernement. Oui, c'est une pour provocation à la haine raciale, et l'autre pour les menaces de mort qu'elle a subies. Hein. D'accord. Oui, donc la première enquête concernant la provocation à la haine raciale, classée sans suite, fini, terminé, nada. Mais classée sans suite de la part du parquet. Du parquet, terminé. Ouais, c'est une décision politique à ce moment-là. Oui. Donc, mais quand Ahmed te dit oui, mais cette décision, est-ce que ça va pas justement permettre à tous ceux qui ont un petit peu des griefs contre l'islam et les musulmans de se dire, bon bah voilà, l'affaire Mila, tranquille, on a pu dire ce qu'on a voulu, on est couvert par la justice. Mais c'est clair et net et précis, mais on n'a pas attendu cette jeune fille pour se rendre compte qu'un certain nombre de personnalités étaient protégées quand il tapait sur les musulmans. Parce que on l'a dit la dernière fois, je le redis, mais si cette jeune fille, elle aurait eu 10 ans, elle aurait dit les mêmes propos sur la religion juive, on l'aurait mis dans une prison pour adultes. Et j'exagère à peine. On a attrapé des enfants de 8 ans, on les a amenés au commissariat. Oui, pendant après les attentats de Charlie Hebdo. Alors que il suffisait juste d'expliquer aux gens. Mais moi je pense que c'est une bonne chose d'être indulgent. Arrêtons. En fait,
je reviens, moi, là, c'est le côté spirituel qui parle, c'est pas le côté politique. Le côté politique, cette femme aurait été une femme politique, j'aurais été sans pitié. Ouais. Mais là, c'est une jeune fille. Ouais. On sait pas quelles sont les circonstances de sa vie. Et elle va grandir. Elle a que 17 ans. On va pas la stigmatiser. À 17 ans, excuse-moi Ousmane, on a quand même toute sa tête. Moi j'ai un fils de 17 ans, je peux te dire qu'il réfléchit très bien. C'est vrai, mais il n'empêche que s'il y a possibilité de donner, s'il y a possibilité d'aller au-delà et de pardonner, il faut pardonner. Maintenant, je pense que en termes de leçons, sur le plan politique, le parquet, ce qu'il a fait, abandonner les poursuites, c'est une chose, mais ne pas blâmer, c'est une autre chose. On peut abandonner, mais en même temps en indiquant que ce genre d'attitude n'est pas normal. Mettre le feu, mettre de l'huile sur le feu dans une société quand même qui est assez en crise et en difficulté, ce n'est pas une bonne chose à faire, mademoiselle. Je pense que ça aurait dû être dit. Il y a une chose aussi, Islem, Ousmane et Soraya, qui moi me questionne, c'est qu'aujourd'hui on est en train de réduire la frontière entre la critique des religions qui est permissible dans ce pays, qui est autorisée et qui est peut-être même souhaitable dès lors qu'elle est faite par des gens compétents, parce que quand on critique quelque chose, c'est quand même le minimum d'en être un petit peu informé, et l'insulte. Et la frontière, elle se réduit aujourd'hui. On est en train de vous dire et de vous vendre que ce qu'a fait cette dame, ça tombe sous le coup de la critique de la religion. Non, quand tu insultes une religion et de surcroît des croyants de cette religion, tu insultes aussi les musulmans, l'islam. Oui, mais là, moi, même cette notion de critique des religions, parce qu'on est dans une idéologie française qui confond la philosophie avec la religion. En fait, la laïcité, Nietzsche disait à un moment donné que le catholicisme c'était une religion platonicienne, mais pour le populaire, alors que la philosophie, c'est une religion catholique, mais pour les élites. On est face à une vision du monde où on essaye de remplacer la religion par la philosophie ou par une autre forme de religion, en critiquant les autres. Je suis désolé, moi je ne pense pas que ça soit un sport favori ou un bon sport que de se mettre à critiquer les religions. Pour quelle raison? Quel est le but? Si ce n'est de partir du principe que les religions sont des choses archaïques, que seuls des gens archaïques peuvent adhérer à une religion, donc bon, on les tolère, mais quand même, on va essayer quand même de les défaire de cela. Liberté d'expression. Mais ils ont le droit de parler, et moi j'ai le droit de dire que votre critique sert à rien du tout. Oui. Venez, on s'intéresse à des choses plus fondamentales pour la France. Venez, on s'intéresse sur la manière dont on peut sauver notre société. Comment faire en sorte qu'il y ait plus d'emplois? Comment faire en sorte que les jeunes femmes et les jeunes filles ne perdent pas leur vie à être des esclaves dans des usines ou à être des esclaves auprès de patrons qui les payent pour des miettes? Pour quelle raison est-ce qu'on s'intéresse pas aux choses fondamentales de ce pays? Les problèmes du climat, les problèmes du manque de démocratie. Les gilets jaunes se sont battus pendant des années. On se retrouve avec 25 personnes qui n'ont plus d'œil, des gens qui n'ont plus pendant un an, des gens qui n'ont plus de mains. Et on passe notre temps à insulter une partie de la population. Ces gens-là ne cherchent que des boucs émissaires pour mieux cacher leurs crimes. Ouais. Bon, Islam. Ouais, non, des gilets jaunes depuis des années, tu dis ça parce que t'es en colère, mais après, je comprends. Je me suis trompé. Y a pas de souci. L'erreur est humaine, quand même. Mais on a compris mon propos. Bien sûr. Je veux dire, il y a des gens qui sont mobilisés. Si on s'en tient à ce que pense la population française, leur priorité, c'est pas l'islam. Ah non. Leur priorité, c'est pas le voile. Non. Pourtant, la priorité des médias, c'est le voile. Ouais. La priorité des médias, c'est l'islam. Ouais. Donc ça veut dire que les médias ne sont pas là pour informer les populations, mais pour leur masquer la réalité. Voilà ce qui est en train de se passer. Bon, Islam. Ouais, non, mais je suis d'accord. Après, je suis d'accord avec ce qu'il dit. Après, moi, je suis quand même curieux sur le nombre de personnes qui l'ont menacé à mort et qui l'ont menacé de viol. Je suis pas sûr qu'il y en ait des. Peu importe, s'il y en a un, c'est un de trop. Ouais, bien sûr qu'il y en a un, c'est un de trop, mais après, focaliser le débat. C'est un énergumène qui l'insulte sur Internet. Frère, moi, je peux te dire, je reçois souvent des menaces. C'est moi, je besoin de dire qu'elle peut pas aller à l'école. Bah, a priori, c'est le cas. En tout cas, ses parents le disent, son avocat le dit. Après, ses parents, faut la protéger, effectivement, et elle n'a pas à subir des violences, ni à être inquiétée pour sa vie. On est d'accord. Si c'est vrai. On n'a pas besoin de le rappeler, ça. C'est logique, en fait. Toute personne normalement constituée, condamne tout type de violence et tout appel à la, on sait jamais, hein. Quoi? Bon, il y a des gens qui. Non, mais je pense pas qu'il y en ait. Moi, j'ai quand même. Après, faudrait voir, mais encore une fois, là, on parle 10 minutes sur cette jeune fille, et ça n'engage aucunement, le pays, quoi. Non, mais ça c'est clair. Que même à l'Assemblée nationale, on ose parler de ça. Christophe Castaner a répondu à une question d'un député sur l'affaire Mila, absolument. Et d'ailleurs, Madame Belloubet, sur qui on est en train de tomber en disant la critique de l'islam, ça peut aussi, l'insulte envers l'islam, c'est une liberté de conscience.
il y a quand même des choses qui sont extraordinaires dans ce pays. Voilà, c'est en train de prendre une telle ampleur. En fait, je pense qu'il y a un petit clin d'œil à Charlie Hebdo dans tout ça. Oui, absolument. On essaye de faire ce parallèle, alors que ça n'a rien à voir. On est d'accord. Il n'y a aucun parallèle à faire. Ça n'a rien à voir, mais en même temps, Charlie Hebdo est caricaturé. Non, mais je suis Charlie, je suis pas Charlie. Ouais, c'est ça. Là, c'est je suis Mila, je suis pas Mila. C'est ça les hashtags sur Twitter, monsieur Kimara. Oui, j'ai vu ça. J'ai vu ces choses-là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que encore une fois, il faut aller dans les débats de fond. Qu'est-ce qu'on entend par la critique des religions? Et d'ailleurs, quel est l'objectif de ces critiques des religions? C'est quoi le but? Ouais. C'est quoi? C'est quoi le but? D'avoir la libre expression. Non, c'est ça. Et tout le monde a le droit de parler. Mais j'ai le droit de dire à la personne, écoute, tu racontes des conneries. Pourquoi tu parles? Ça fait partie de la libre expression. Ta bouche, mais à un moment donné, réfléchis sur pourquoi tu parles. C'est quoi le but? Moi, je peux demain me lever et insulter tous les chrétiens du pays. C'est ça. Mais c'est quoi le but? Bon, moi j'ai une info à vous passer, les amis. Si c'est pour faire du mal aux gens, non, c'est pas la peine. Monsieur Timera, ce soir je vais débattre à la télévision. C'est bien. Avec contre monsieur Sifaoui. Aïe aïe aïe. C'est vrai? Oui. Chez monsieur Cyril Hanouna dans Balance ton poste. Aïe aïe. Non. Oui. On va tous regarder Balance ton poste à 22h. C'est bien. Envoyez-moi des forces et des doigts, les amis. C'est quoi la position de Sifaoui? Parce que des menaces de mort, je risque d'en recevoir moi aussi. Sifaoui, c'est facile à démonter. Oui. C'est facile. Il n'y a pas de mal. Mais bon, faut pas. On dirait c'est un match de boxe. Ouais. Octogone, les amis. Non, tranquillement. Il faut y aller avec tranquillité. Faut dépassionner tout ça. Je veux dire. Et il a raison, Ousmane. Il a raison. Vous vous rendez compte qu'on en est à faire des émissions à longueur de journée, à longueur de médias sur une fille qui effectivement semble un peu perdue, qui s'appelle Mila et qui a eu des propos absolument outranciers sur une religion qui s'appelle l'islam. Et on en fait des débats. On en est là, nous, ici en France. Est-ce que vous vous rendez compte, quoi? Apparemment. Moi, j'étais pas là. On y participe, hein. Oui, mais on y participe parce qu'on aussi on a notre manière, notre vision aussi à apporter. Vous voyez, notre recul par rapport à tout cela. Et on se doit aussi de l'apporter. Et au travers de tes propos, au travers des propos de Soraya et d'Islam, on a aussi notre spécificité à nous. Et franchement, on va pas s'interdire de parler de ce que les autres parlent non plus. Ouais, mais le meilleur cadeau que ces gens pourraient faire. Moi, je serais le CSM. Et monsieur, comment il s'appelle? Moussaoui, c'est le nouveau patron. Ah ouais. J'enverrai un bouquet de fleurs. Avec un passage du Coran ou des passages du Coran. Et je les lui offrirai. Cadeau, ma sœur. C'est pas beau ça? C'est tout. On applaudit. C'est ça. Pas sur quel cadeau, ma sœur. Non, même si elle le lit pas, mais c'est comme ça qu'il faut répondre. Pas la peine de faire des polémiques. C'est vrai. Et même dire, il faut la protéger. Ma sœur. Tu es une servante de Dieu, t'es une créature de Dieu, toi aussi t'as le droit d'exister. Mais bon. Monsieur Hicham, il nous appelle de l'Essonne dans le 91. Salut Hicham. Salam à tous. Salut. Je suis bien content que tu débattes ce soir, mais faut peut-être faire attention au piège des... Tu sais, t'auras pas que Sifaoui en face de toi. T'as certains chroniqueurs qui prennent vite position et qui attaquent aussi. Donc faudra te méfier un petit peu de tout ça. Faites-moi des doigts, les amis. Si j'ai un conseil à te donner, c'est juste fais attention à toutes les attaques quand elles vont venir de partout. Mais oui, mais j'ai rechargé aussi mon arme. Ah tant mieux. Enfin mon arme, attention, qu'on s'entende bien. Hein. La métaphore est intéressante. Mais on se comprend bien, t'inquiète pas. Alors, sémantique, oui. J'appelais pour réagir un petit peu sur ce débat, mais en fait il n'y a pas vraiment de débat. Maintenant, médiatiquement, ils se focalisent là-dessus, mais je pense que la religion chrétienne, elle se fait insulter pas mal. Il y avait aussi, je crois, ils ont insulté Jésus dans une grande radio. Exactement, absolument, sur France Inter, sur le service public. Moi, je trouve pas ça normal. Ils ont insulté, et c'est tout aussi choquant, mais par contre, ça n'a pas fait de bruit. Comment vous l'expliquez, ça? Je pense que Marine Le Pen, ça a été la première à défendre Mila. Donc, t'es soutenu par Marine Le Pen, quand même. Ouais, c'est chaud. Il y a des questions à se poser, là. Là, remets en question ta vie. Tu fais un truc, t'es soutenu direct par Le Pen, tu dis, oula, je veux jouer. Oui, mais parce qu'il y a, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un accord tacite entre tous les différents partis. Et c'est la raison pour laquelle Marine Le Pen revient dans le jeu médiatique. Vous arrêtez votre antisémitisme traditionnel. Et vous tapez sur les musulmans. Si vous êtes d'accord là-dessus, c'est la nouvelle cible on vous laisse la porte ouverte. C'est ça, parce que quels sont les partis, quelle est la proposition politique de Marine Le Pen? Rien. Si ce n'est de taper sur l'immigration et sur l'islam. C'est ça. Et d'aller dans le sens de l'insécurité culturelle en vue de masquer l'insécurité réelle sociale. Voilà à quoi elle sert. Oui, Cham, on est d'accord. On est d'accord. Bon, parfait alors. Écoute, sois là à 22h les amis, 22h. Ah, je serai là et plein de force à toi et bon courage. Merci mon Hicham, à bientôt. Allez, Mohamed de Lyon aussi est avec nous. Salut Mohamed. Salut, ça va? Ça va très bien et toi Mohamed? Ça va bien, tout ça. Déjà, je voulais juste deux trucs vite fait par rapport à Mila. Moi, je pense que l'histoire de Mila, ça l'a totalement dépassé. Bon, j'imagine qu'elle a dit ça
avec sa mentalité de jeune femme, mais elle a été récupérée rapidement, toujours par les mêmes vautours, c'est-à-dire les mêmes islards de la fachosphère, et puis par certains politiques, en l'occurrence en premier lieu, un qui ce matin, qui a son habitude, ne passe pas une seule minute sans aller propager sa haine islamophobe, qui est Gilles William Goldalen, et qui se sert d'elle finalement. Alors évidemment, elle a eu tort de faire ça. C'est vraiment dégueulasse parce qu'en fait, en quelque sorte, on va légitimer, grâce à cette jeune fille, la libre parole raciste, haineuse. Voilà. En vérité, c'est ça. C'est purement politique. Elle a été récupérée malgré elle. Et puis là, ça va pas s'arrêter tout de suite. De toute façon, aujourd'hui, c'est elle. Demain, ce sera quelqu'un d'autre. Maintenant, évidemment qu'il faut la condamner parce que c'est pas parce qu'on a 17 ans qu'on doit tout dire. La liberté d'expression, encore une fois, n'excuse pas tout. On se cache derrière cette fameuse liberté d'expression, encore une fois, derrière le fameux droit au blasphème, vous savez, à chaque fois qu'il nous sort, là, pour propager. Moi, j'aimerais utiliser la même technique que Mamie, il avait dit une fois. On essaie de remplacer le mot islam par les cathos ou alors le judaïsme. Et on verra si on aura autant de liberté comme il le prétend. Merci Mohamed. J'ai juste une question à vous poser. Vous savez que si cette jeune fille avait habité en Alsace, par exemple, bah elle aurait été condamnée. Pourquoi elle habite où là? Elle habite à Lyon. Parce que pourquoi en Alsace? Il y a ce fameux concordat. Et elle aurait été condamnée à 3 ans de prison. Ah oui. Ouais. Non mais il faut juste le dire, le préciser. C'est juste comme ça, une petite. C'est bien d'élargir le concordat alors. Ouais, voilà, peut-être alors. Soyons, voilà. Si j'avais un peu non mais est-ce que ça mérite de la prison, Ousmane? Non, quand même pas. Non, ça mérite de l'éducation en fait. Voilà, de l'éducation. Ça mérite de l'éducation. C'est-à-dire que l'éducation, si elle a dit ça, j'imagine même pas ce qu'ils disent leurs parents lors des dîners familiaux. C'est ça. En fait, c'est ça. Non, c'est de l'ignorance. Et face à l'ignorance, on fait preuve de mansuétude. Et en fait, comme on l'a dit, il n'y a pas que cette religion qui se fait attaquer. Il y a toutes les religions, il y a un problème d'éducation et de tolérance. Bon. Non, c'est pas toutes les religions qui se font attaquer. Beaucoup. Il y a quelque chose de spécifique par rapport à l'islam. Il y a un peu plus. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Il y a beaucoup plus. Non, mais c'est sûr. Mais on va dire que j'ai l'impression que toutes les religions, il y a un pro-athéisme en fait qui se fait là. Et toutes les religions se font taper dessus. Donc il y a des antisémites. Le judaïsme ne se fait pas attaquer. Un petit peu quand même. Bon, par qui? Par qui, Soraya? Il y a des gros blancs au crâne chaud là qui. Et tant mieux que le judaïsme ne se fasse pas attaquer. Bon, j'ai remarqué sur vous des problèmes de peau. Ça tombe bien, on a une dermato dans un instant. Non mais c'est sérieux les gars, et puis attention, c'est pas quelqu'un de n'importe qui, elle nous vient de Casablanca. Elle sera avec nous dans un instant avec Anna Guézard-Boicaz, et puis on recevra aussi une candidate au municipal. On continue de parcourir un petit peu les villes. Aujourd'hui on ira à Montreuil les amis, vous connaissez Montreuil? Oui. C'est que j'ai travaillé là-bas. Presque considéré comme le 21e arrondissement de Paris, Montreuil. Oui, c'est pas voilà. Merci d'être avec nous, c'est le grand forum sur France Maghreb 2 jusqu'à 18h avec Soraya Rachidi, Ousmane Timera et Islam Seili. Ouais. Merci d'être avec nous, le grand forum sur France Maghreb 2 avec Islam Seili, avec Ousmane Timera, avec Soraya Rachidi qui sont avec nous, et un programme très chargé aujourd'hui. Et comme quoi dans cette émission on est capable de parler de tous les sujets. Vous voyez, on va être capable de parler de l'affaire Mila comme on l'a fait d'ailleurs, en vous rappelant que ce soir je vous invite à regarder C8, notre ami Cyril Hanouna, balance ton poste, puisque je serai face à Mohamed Sifawi ce soir pour parler justement de cette affaire Mila, qui a eu un petit peu des rebondissements aujourd'hui, puisque je le rappelle, le parquet a décidé d'abandonner les charges contre elle concernant provocation à la haine raciale. Et évidemment, le parquet continue d'instruire concernant les menaces de mort que cette jeune fille a reçues. Voilà, pour retrouver donc les coupables de ces menaces qu'elle a pu recevoir sur les réseaux sociaux. Dans un instant, on parlera et on filera aussi du côté de Montreuil pour une candidate pour connaître le programme de Muriel Mazet qui est soutenu par La République En Marche, mais aussi les LR. Hein, oui, sachez-le. En tout cas, ça sera ça tout à l'heure. Mais pour l'heure, messieurs, dames, on a tous quelque part des problèmes de peau, des problèmes. Du coup, on doit aller voir le dermatologue. Ça m'est arrivé, hein, c'est pas toujours très agréable d'ailleurs, je dois vous le dire, parce qu'il faut se mettre... voilà, il faut montrer un petit peu son intimité, hein, pour voir si tout se passe bien. On va en parler avec l'invité donc de Anna Guézard-Boicaz, puisque voici venir, et je suppose que Ousmane, Islam et Soraya auront certainement des questions à poser, parce qu'on peut être capable aussi de poser des questions autres que de politique dans cette émission. Les rendez-vous d'Anna, c'est maintenant. Le Grand Forum vous présente chaque lundi à 17h les rendez-vous d'Anna.
Anna Guézard-Boicaz, bonjour et bienvenue. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue parmi nous dans les rendez-vous d'Anna. Comment ça va Anna? Je vais très bien. Alors, tu n'es pas venue seule comme à ton habitude. Absolument, mon invitée aujourd'hui nous vient du Maroc. Elle est dermatologue, nutritionniste, médecin spécialisé aussi dans le domaine de la médecine esthétique. Elle intervient souvent à la télévision marocaine et beaucoup d'entre vous êtes sûrement tombés sur l'une de ses vidéos dans lesquelles elle fait de la prévention avec le hashtag elle fait de la prévention, du conseil dans le domaine de la santé. Elle s'appelle Dr Fedwa Maliani, connue sur les réseaux sociaux sous le nom du Doc Fedwa. Doc Fedwa. Bonjour. Merci. Doc Fedwa. Bonjour, je suis ravie d'être parmi vous. Merci pour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez vu, il fait plus froid qu'au Maroc ici. Pareil, nous aussi on a. Des jours froids. On a des jours froids, oui. Alors, docteur Fedwa, vous êtes de passage à Paris pour assister au World Congress. Yes. Il s'appelle l'IMCAS 2020, qui est le congrès mondial de médecine esthétique. Exactement. Vous pouvez nous en dire plus? L'IMCAS, c'est un congrès qui se tient une fois par an au Palais des Congrès à Paris. C'est l'occasion pour se rencontrer et pour découvrir les nouveautés dans tout ce qui est médecine esthétique. On a hâte de découvrir nous aussi les nouveautés. En attendant, docteur Fedwa, on note que beaucoup de médecins du Grand Maghreb viennent en France pour assister à des congrès ou pour donner des conférences. D'ailleurs, la majorité des hôpitaux ici en France sont remplis de personnel médical d'origine maghrébine. Hein. Est-ce que ça, c'est un plus pour vous les médecins ou pour la France? À vrai dire, les deux. On a ce qu'on appelle le tourisme esthétique, donc on joint l'utile à l'agréable. Donc on a un beau pays et donc c'est l'occasion de se faire beau. Ah ouais, absolument. Beau ou belle. Alors une petite question, Doc, à quoi reconnaît-on une belle peau? Une belle peau, c'est une peau qui est bien hydratée, qui est éclatante. Le teint, c'est très très important. Elle me regarde quand elle dit ça en plus. Non, je rigole. Je n'ai pas le claquer, moi. Il a une belle peau, lui? J'ai une belle peau? Non, oui, il a une belle peau. Non, faut pas mentir. Ah, c'est vrai? C'est sincère ou c'est pour rigoler? Quand on voit l'éclat du teint. Il y a l'éclat de mon teint, là? Il y a l'éclat, oui. Il y a pas de tache. Mon teint, il est éclatant. Toi, t'es éclaté, toi. Ah, Docteur Fedwa, vous êtes dermatologue, mais pas que, parce que vous proposez des soins dans le domaine de l'esthétique. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut... La médecine esthétique englobe tout ce qui est esthétique sans chirurgie. Donc, on a ce qu'on appelle la toxine botulique. Oui, le Botox. Le Botox, c'est le nom commercial de la toxine botulique. Voilà. Il y a d'autres noms commerciaux, mais le plus célèbre, c'est le Botox. Donc, la toxine botulique, c'est pour enlever les rides d'expression du front, des rides de la glabelle entre les deux sourcils et la patte doigt. D'accord. Est-ce que avant, on pensait que c'était beaucoup plus les femmes qui pratiquaient, qui faisaient recours. Ça fait plaisir. Ah oui. On a pas mal d'hommes maintenant, vu leur métier, la qualité de leur métier, ou en général, l'homme maintenant, il veut se faire beau. Il prend soin de lui. Il prend soin de lui, oui. Alors, Doc, depuis quelques années, un nouveau tourisme s'est développé, qui est le tourisme médical. Les patients viennent des quatre coins du monde, en majorité d'Europe, pour faire des soins ou de la chirurgie esthétique, pour moins cher. Le premier pays favori au Maghreb, eh bien, la Tunisie. Ensuite, le Maroc. Est-ce que vous avez noté ça en tant que docteur? Est-ce que vous avez des patients qui vous viennent de loin pour... Exactement. Parce qu'on a la même qualité, on a les mêmes produits qui s'utilisent partout dans le monde. Donc quand on a la compétence, on a la qualité des produits, on a de très bonnes machines et on a le soleil et l'hospitalité. Vous avez de la bonne nourriture et aussi, la très bonne qui n'est nourriture pas négligeable. Qu'on vient de déguster. Mais est-ce que vous avez entendu parler d'histoires qui ont mal tourné? Parce qu'on sait très bien que dans il y a un côté flippant dans la chirurgie esthétique. On a peur quand ça rate, etc. Moi, autant que dermatologue, je peux pas vraiment dire ça parce que nos interventions sont surtout sans chirurgie. On a les seringues, bien sûr. Avant de faire tout ce qui est médecine esthétique sans chirurgie, il faut avoir un diplôme. Donc, il faut être diplômé. Il faut connaître l'anatomie du visage. Après, en ce qui concerne la chirurgie esthétique, c'est vrai qu'il y a un risque. Donc le risque, il est partout. Donc, par exemple, on note aussi qu'il y a un nouveau phénomène, c'est que les esthéticiennes pratiquent, elles proposent des soins en botox, elles font des injections, et ça c'est quand même dangereux parce qu'elles n'ont pas forcément. C'est grave.
Il y a le problème de stérilité. Il faut faire ça dans un lieu stérile. Donc tout ce qui est médecine esthétique, ça se fait. Les injections se font chez le médecin, soit le dermatologue, soit le médecin généraliste qui est diplômé médecine esthétique ou le chirurgien esthétique. Maintenant, on voit qu'il y a beaucoup de spécialités qui font aussi la médecine esthétique, mais ça reste des médecins. Donc quand on est médecin, on respecte les règles d'asepsie. On a la stérilité des produits et du matériel. Il y a aussi le diplôme. Il faut connaître l'anatomie du visage. On peut pas injecter la peau. Il y a des vaisseaux en bas, il y a des nerfs. On peut avoir des catastrophes à vie. D'accord. Et là, par exemple, quel conseil donneriez-vous à ceux qui comptent, par exemple, aller au Maroc pour se faire des soins ou des chirurgies? De choisir un bon médecin, ça c'est évident. Demander où est-ce qu'on va. Oui. La règle, c'est aller chez le médecin. Oui. On peut pas ne pas faire confiance injecter. À n'importe qui, quand même. C'est illégal aussi. On peut pas se faire injecter hors milieu médical. D'accord, mais vous pensez que ce qui les attire là-bas, c'est beaucoup plus le prix, parce qu'il y a une énorme différence de prix entre la France, quand on note que pour un soin en Botox, des injections de Botox au franc, au niveau du franc, ça coûte environ entre 200 et 300 euros. Et ça coûte combien à peu près au Maroc pour oui, 200 euros. Oui. 200 euros. Oui, exactement. Donc il n'y a pas de différence de prix. Il y a une différence de prix concernant les machines, peut-être le laser. D'accord. Oui, il y a une grande différence de prix. Il y a une différence de prix concernant les injections aussi, ce qu'on appelle le filler. L'acide hyaluronique. Oui, ça, le filler, c'est pour faire des remplissages. Exactement. Donc, on a dit la toxine botulique ou le botox, c'est pour enlever les rides d'expression. Le filler, c'est pour en l'anesthésiant, c'est ça. Exactement. Voilà. Ça anesthésie le muscle et il bouge pas pendant 6 mois. Et ouais, c'est excellent. Je me suis bien renseignée, je connais bien le sujet, moi. Et le filler, l'acide hyaluronique, il comble. C'est ce qu'on appelle le comblement à l'acide hyaluronique. C'est un produit naturel qu'on a sur notre peau et on l'injecte sur les rides de repos. D'accord. Qui bougent pas les joues, ou bien pour faire le comblement. Fill en anglais, c'est remplir. D'ailleurs, pour ceux qui ont peur de l'anesthésie générale, il y a de nouvelles méthodes avec l'acide hyaluronique. On peut faire l'augmentation de la poitrine, je sais pas si et du fessier aussi avec uniquement. C'est nouveau chez nous. Ça date de quelques années, de 3 ans. Il y a. C'est bizarre, ça. Les messieurs. Oui, maintenant on injecte plus que le visage, on peut injecter le fessier. Oui, mais ça dure pas. Mais ça dure pas longtemps quand même par rapport aux prothèses. Par rapport au prix aussi, c'est cher. L'acide hyaluronique est cher. Ils vont l'avoir pour s'augmenter les fesses. Ah ouais, oui, c'est ça. Ouais. Ou autre chose, hein. Ah bah oui. Autre chose. Donc. Docteur Fedwa, vous faites aussi le laser dépilatoire qui est très prisé par les maghrébins. Très prisé. Le souci, c'est que les informations qu'on a à ce sujet sur Internet parlent souvent de peau claire. Or, les femmes maghrébines à peau brune n'ont pas, elles n'ont pas la même peau, donc elles n'ont pas la bonne information. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence? Oui. Le laser épilatoire, en général, ce qui est très connu, il y a deux techniques. Il y a ce qu'on appelle le laser alexandrite, qui est dédié pour les peaux claires. C'est pas très sûr par rapport aux peaux brunes ou bronzées. On l'utilise surtout l'hiver. On l'évite l'été. Donc l'alexandrite, la lumière du laser reste superficielle. Par contre, le laser NDAG, on peut l'utiliser chez tous les types de peau, tous les phototypes. Et à tout moment, que ça soit brun, que ça soit une peau bronzée, que ça soit en hiver, en été. Parce que la lumière, elle est profonde. Donc cette nuance-là, elle est pas très bien connue parce que les articles qui ont été publiés, c'est surtout des articles faits en Europe. Et en Europe, il y a surtout les peaux claires. Donc absolument. On parle beaucoup d'alexandrite. Oui. Donc chez nous au Maroc, on a des lasers YAG, NDAG et l'alexandrite. Donc on peut traiter en hiver, en été, les peaux brunes, claires, contrairement bronzées. au laser ici, parce qu'ici en Europe, il y a une condition il faut absolument traiter en hiver, par exemple. Ça existe le NDAG, ça existe en Europe, bien sûr, pour les peaux maghrébines, mais il n'est
pas très connu et on n'écrit pas beaucoup d'articles sur ça. D'accord. Bah, heureusement que vous êtes là pour nous illuminer. Alors, vous faites souvent des passages à la télévision et vous avez votre propre chaîne YouTube. Est-ce que dans l'ère des réseaux sociaux et de la technologie, il est indispensable d'être présent? Est-ce que vous, en tant que médecin, vous le faites pour la notoriété ou de la crédibilité ou pourquoi exactement? Pas du tout. Alors là, je le fais pas pour la notoriété du tout, parce que mes patients le connaissent. J'ai mon cabinet depuis à peu près 14 ans. Donc après, quand on travaille bien, quand on aime ce qu'on fait, on a notre patientèle. Je le fais pour partager l'information, pour éclairer. D'ailleurs, vous avez lancé le hashtag Tahalla Frasek. Qui veut dire prends soin de toi. Et ça englobe un bien-être. C'est-à-dire prends ta tête. Ouais, prends soin de ta tête. Nutrition, bien-être psychologique, bien-être dermatologique, parce que je suis dermato, tout ce qui concerne la beauté extérieure, mais n'oublions pas la beauté intérieure. Mais c'est quoi la passion pour devenir dermatologue, par les boutons, les stars, les boutons, tout ça, machin, il y a rien d'appétissant? Moi personnellement, je peux vous dire pourquoi j'ai fait dermatologue. Dites-nous. Parce que j'ai souffert d'acné. Très bien. Ça se voit pas. Ça se voit pas, c'est le laser CO2, grâce aux vive le laser CO2 fractionné. Donc j'ai souffert d'acné. Et j'ai gardé des trous d'acné, des cicatrices d'acné. Et on ne rate pas. On ne rate pas. La confiance en soi, ça prend un coup. Ah oui. Et j'ai voulu dire aux jeunes filles, si vous avez de l'acné, c'est pas la peine de tomber dans la dépression. Il y a de très très bons remèdes à ça. Ouais. Et surtout, il y a des lasers pour traiter efficacement les cicatrices d'acné. Donc, il faut s'aimer. Il faut s'aimer, prendre soin de soi. Des fois, on voit des gens qui ne consultent pas et qui restent dans leur coin en train de pleurer pour l'acné. On a vu des cas de suicide à cause de l'acné. D'autant plus que généralement l'acné c'est durant l'adolescence et c'est un âge très très sensible. Très sensible. Il y a le Roaccutane aussi, enfin tout le monde. L'isotrétinoïne, c'est de la vitamine A orale qui marche très très bien, mais ça n'empêche pas d'avoir des cicatrices d'acné. Quand c'est profond, on a des cicatrices. Et après, il faut, ça coûte pas très cher, il faut juste le savoir. Il y a des adolescentes qui ne savent pas, qui ne connaissent pas l'existence de ce laser CO2. Donc, ils restent avec mais maintenant, avec les moyens qu'on a, la technologie, on peut pas se permettre de ne pas se prendre soin de nous et de notre santé. Exactement, mais il faut le savoir. Les adolescents, c'est grâce à des émissions pareilles. Je vous félicite et je vous remercie. Je vous en prie. Félicitez Christophe. Je vous félicite. Le groupe, c'est un travail de groupe. Non, c'est nous qui vous félicitons pour le travail que vous faites. En plus, vous faites des déplacements pour vous renseigner, pour mieux faire passer l'information à votre tour et mieux faire votre travail. Justement, Madame Moulin. Madame, oui. Vous appelez Soraya. Une consultation live. Elle a une belle peau, elle. Elle a une très belle peau, Soraya. Il y a du fond de teint. Soraya a relevé un point très important et elle a parlé. C'est vrai. Il y a quoi, t'as dit quoi? J'ai dit il y a du fond de teint. Ah ouais, d'accord, ouais. Mais Soraya, les jeunes filles qui souffrent de cicatrices d'acné, même si elles essaient de camoufler avec le fond de teint, c'est pire. Quand on allume les lumières, quand il y a la lumière du restaurant par exemple, on le voit pire parce que le fond de teint, ça rentre dans les trous et c'est pire. Regardez la vidéo en direct. Donc en gros, quand on a des problèmes de peau, il vaut mieux éviter de se maquiller, par exemple? Non, il faut se maquiller pour camoufler la rougeur. D'accord. Je parle des cicatrices. En fait. Expliquez-nous là, parce que. Je vais vous expliquer. Au fait, les cicatrices d'acné, c'est des trous. C'est des cratères, pas des cicatrices qui sont sous forme de taches rouges ou bien taches brunes. Ça, il faut le cacher. Il faut cacher le temps de soigner ça, de soigner la rougeur et les taches brunes. Moi, je parle après les trous, les cicatrices. Ça, si on met un fond de teint, le fond de teint rentre dans les cicatrices et c'est pire. Pourquoi j'ai relevé le point de Soraya? Elle a dit l'isotrétinoïne, c'est un médicament qui marche très bien pour l'acné. Justement, l'acné grave se traite avec l'isotrétinoïne. Mais il est, il y a, avec ce médicament, il y a des gros risques de dépression aussi.
C'est ça. Et oui, quand on est ado, parmi les effets secondaires, on ne le donne pas aux gens qui sont suivis en psychiatrie ou bien qui sont pas suivis pour leur dépression. Oui. Ah oui. Donc je voulais joindre Faut pas le donner à Mila. Oh, pardon. la remarque de Soraya avec la remarque de Hannah qui a dit que on se déplace pour voir les nouveautés dans ces congrès-là. Ben justement, la nouveauté qu'on a appris aujourd'hui, parce que c'est le premier jour du congrès. Dites-nous tout. Oui, c'est quelque chose qui m'a fait très très plaisir. Quand on donne l'isotrétinoïne à des adolescents, on leur dit le laser CO2 pour traiter vos cicatrices. Il faut le faire 6 mois après le dernier comprimé. D'accord. Donc ils restent avec leurs cicatrices frustrés, en train d'attendre 6 mois. Oui. Maintenant, il y a un nouveau laser. On en a parlé ce matin. On n'a pas besoin d'attendre les 6 mois. Donc, dès qu'on arrête l'isotrétinoïne, on peut commencer sans laser. Une bonne nouvelle pour les parents qui nous écoutent. C'est pas remboursé, ça, par la Sécu? Non, c'est de l'esthétique. Ouais, Par ça contre, coûte cher. l'isotrétinoïne, oui, c'est remboursé. Docteur Fedoua, est-ce que vous croyez aux gammes de maquillage qui s'autoproclament amis de la peau, si vous me permettez l'expression, c'est-à-dire qui il y a des marques, je cite pas, on n'a pas le droit de citer. Non, on cite pas, non. On cite pas. Attends, voilà, on leur fait pas de la pub, mais il y a des marques, voilà, qui font des grosses campagnes de marketing, de com, etc., pour dire que leurs produits sont hydratants, qu'ils sont conseillés par les médecins, etc. Oui, qu'on peut traiter les problèmes de peau même tout en se maquillant, quoi, en gros. Exactement, parce que il y a l'estime de soi, c'est un âge qui est délicat, c'est quand on a des taches, le mélasma aussi, le mélasma c'est le masque de grossesse. Il y a des maris qui veulent pas sortir avec leurs femmes parce qu'elles ont le masque de grossesse. Quoi? Le temps que ça se traite, on camoufle le temps que ça se traite. Mais c'est bien pour la psychologie. Est-ce que c'est vraiment efficace ces gammes de maquillage? En fait, il y a les crèmes traitantes, il y a le vrai traitement chez le dermatologue et il y a ces crèmes-là, il y a les fonds de teint. En parlant de fonds de teint, nous on conseille des fonds de teint minéraux. Oui. Donc le maquillage c'est très très important. On va pas empirer la situation avec des fonds de teint où il y a beaucoup de produits chimiques. Tout le monde connaît le parabène, qui est un conservateur. Non, non. Oui. Donc le parabène, il y a des crèmes où il y a beaucoup de parfums, le fragrance en anglais. Donc ces produits chimiques, ils alourdissent, ils aggravent la situation. Oui, on peut camoufler, mais aussi il faut choisir sa gamme des produits naturels où il y a le moins de produits chimiques. D'accord. Et maintenant, dans le monde dans lequel nous vivons, un monde de m'as-tu vu, on voit de plus en plus de jeunes pratiquer avoir recours à la chirurgie esthétique ou même aux injections de Botox. Qu'est-ce que vous leur dites à ces jeunes, vraiment des 12, 13, 14 ans? Non, des adolescents. Oui, mais aujourd'hui on le voit parce que elles ont l'exemple de télé-réalité. Anna. Justement, tous les candidats font ça. Je veux dire, quand tu les vois la première fois, ça va, elles ont un visage plutôt potable ou un corps plutôt potable. Tu les revois des années après, c'est une catastrophe. C'est pour ça que j'aimerais avoir l'avis du docteur. Déjà, concernant le Botox, il faut pas se faire injecter. Il faut attendre 6 mois entre 2 injections. Sinon, il y a la résistance. Après, on s'injecte avec la toxine botulique et ça marche pas. On ne respecte pas ce délai-là. Et puis, il y a tout ce qui est over. On cherche tout ce qui dépasse les limites. Les limites. Nous, on prend la correction. D'accord. La correction, on demande à la patiente de nous ramener sa photo 10 ans avant, 20 ans avant, et est-ce qu'on peut revenir en arrière? Non, mais c'est vrai. Hein. Il y a des jeunes filles avec le Botox. Supposons que madame a fait son franc, elle se retrouve avec des sourcils hyper relevés là comme un clown. Sinon tu vas sur Snapchat, c'est bon. Voilà. C'est une erreur médicale ou une erreur de la dame, qui n'a pas respecté. Mais est-ce que le médecin peut revenir en arrière, c'est-à-dire peut corriger, bien sûr, annuler? Ça s'appelle l'effet Méphisto. Méphisto, c'est diable. Voilà. Donc quand on a les sourcils qui se relèvent, c'est un problème. Non, c'est pas normal. Oui, absolument. Pas normal. On injecte à 1 centime du coin où c'est relevé et ça descend. Donc c'est pas, il y a plus grave que ça, c'est quand on respecte pas les règles d'hygiène et quand on se fait injecter hors espace médical. C'est ça le vrai problème. Docteur Fedoua, ce qui est connu dans le monde arabe, c'est que les Libanais sont les premiers dans la chirurgie esthétique.
Qu'est-ce que vous répondez à ça, vous? Est-ce que vous êtes convaincu? Est-ce que c'est une vérité ou c'est un coup de com' de leur part? Si les premiers voulaient dire compétence ou bien la demande. Demande et compétence. Hein. Il y a compétence. On est tous pareils parce qu'on est formés, on a les mêmes diplômes. Après. Mais pourquoi c'est les Libanais qui ont cette réputation? Parce qu'il y a la demande. Parce qu'il y a la demande. Nous, c'est un tabou chez nous. Parce qu'ils l'assument. Eux, ils l'assument. Ils l'assument. Ils le disent entre eux, entre elles. Nous, quand on se. Et puis même les célébrités, lorsqu'elles font des interviews, elles l'assument. Elles donnent même elles font de la pub. Il y a des papas qui offrent pour ça à leurs filles au Liban. Exactement. Non, elles font des prêts. Non, ils font des prêts bancaires pour se faire des injections au Liban. Chez nous, c'est encore. Il y en a qui font des prêts bancaires pour manger, d'autres pour se faire. Parce que pour eux, c'est vital. Chacun son truc. Manger et être beau, c'est pareil. Des fois, quand on a un métier qui nécessite ça, il faut se faire traiter pour avoir de l'argent pour manger. C'est indirect. Alors, dernière question parce que le temps passe vite et il faut on enchaîne. Dernière question, Anna. Alors, vous pensez quoi de ceux qui achètent des crèmes venues d'Asie ou je ne sais d'où, enfin, qui sont vendues sur Internet? Bonne question. Là, je suis contre. On voit des vendeurs sur les réseaux sociaux, même Snapchat, Instagram, etc. On sait même pas ce qu'il y a. C'est vrai. Ces choses, fabriquées. Quand il n'y a pas d'ingrédients, quand on ne voit pas la notice, il y a même des injections. Il y a des boîtes d'injections. Tout à l'heure, vous avez dit les centres d'esthétique où on injecte. Il y a des marques qui ne se vendent pas si on n'a pas le diplôme de médecin. Donc il faut demander la marque, il faut avoir l'autorisation. Il y a des marques où c'est autorisé, il y a l'autorisation de la FDA. Il y a des produits dont on connaît même pas l'origine, c'est des mélanges faits à la main. C'est ça la phrase, c'est mais assez pour ne pas accepter n'importe quoi. Exactement. Les réseaux sociaux du doc, Anna. Donc je te laisse la parole. Les réseaux sociaux. @docfadoua. @docfadoua. Ça c'est sur Twitter. C'est sur Instagram. D'accord. Mon Insta c'est docfadoua. Ouais. Je fais des vidéos de prévention de plus en plus. Ouais. J'essaie un peu de corriger certaines idées erronées. Ouais. Comme ça, on ne donne pas l'occasion à d'autres idées qui sont néfastes pour la santé Absolument. Une dernière question, une toute petite dernière. Docteur Fadoua, Hippocrate a dit que ton aliment soit en médicament. Que nous conseillez-nous de manger pour avoir une belle peau? Du chocolat. Oui, le chocolat noir, il y a beaucoup de magnésium. Non, j'aime pas le chocolat noir, c'est trop. Il faut se faire plaisir aussi. Oui, bonne raclette. Une fois par. Docteur Fadoua m'a invité à manger africain dans un resto juste à côté avant de venir à la radio. Il y a du poisson et du riz. Oui, ça se sent d'ailleurs. Du bissap. Le bissap, c'est l'hibiscus. Non, le poisson, c'est très bon, le poisson, on est d'accord. On a découvert un jus africain, le bissap, qui s'appelle le bissap. C'est l'hibiscus en français. Il paraît que c'est bourré de vitamine C. Riche en vitamine C. Donc, ce que je conseille, c'est les antioxydants. On a trop d'oxydation dans notre corps qui nous vient soit de l'extérieur, soit de l'intérieur. Donc, il faut se détoxifier avec les aliments qui contiennent les antioxydants. C'est les légumes, les fruits, les fruits rouges, surtout les fruits framboises. Ouais, les légumes. Les fraises. Les fraises, oui. Donc, docteur Fadoua, est-ce que vous allez faire des prix à ceux qui viendront vous voir au cabinet de la part de France Maghreb 2? Bien sûr, marhaba à tous les auditeurs de France 2 Maghreb. Non, France Maghreb 2, dans le bon ordre. France Maghreb 2. Elle est tellement jolie, Anna est tellement jolie que je perds mes mots. Oui. France Maghreb 2, marhaba, avec grand plaisir. Alors on va échapper au portrait chinois parce qu'on n'aura pas le temps malheureusement, ma chère Anna. Mais en tout cas, merci beaucoup d'être venu, cher Doc. Merci. À très vite. On rappelle sur Instagram, c'est @docfadoua. Bon. Exactement. J'espère que vous avez appris des choses, les amis. Merci beaucoup, Doc, et bon retour à Casablanca. C'est gentil. Au Maroc. Il nous reste 2 jours de congrès. Bon alors, bon courage. Bien sûr, c'est gentil. Merci, ma chère Anna. On te revoit quand? Demain. Ah oui, demain avec une styliste. Une styliste qui habille les célébrités du monde entier. Elle habille Hind Sabri, elle habille l'actrice de Huyem qui a fait, comment ça s'appelle, Harim Sultan, que beaucoup de femmes aiment. Ouais. Voilà, donc vous allez voir, on va rentrer dans un monde privé, fermé, select. Très bien. À demain, Anna. À demain, merci. Merci Doc, à bientôt. Merci beaucoup Christophe. À bientôt. Shukran.
Le grand forum, mes amis, merci d'être avec nous. Bon, j'espère en tout cas que Soraya l'a bien écouté attentivement ce que le doc a dit, hein, évidemment. Ce qui est beaucoup moins le cas de nos amis de Ousmane Timéra et de Islam Seili qui ont eu, voilà. J'ai une bête de peau, moi. Ouais, t'as dit que t'as au moins t'as au moins gagné ça, donc c'est parfait. Moi, je suis trop content là. Ah ouais, c'est bien. Bon voilà, c'est un peu le bazar dans le studio, vous l'avez compris. Notre invité n'est toujours pas arrivé. Candidate à Montreuil, Muriel Mazet, que nous attendons. Bon, j'espère qu'elle arrivera bientôt parce que le temps de parole c'est important aussi, on se doit de le faire respecter. En tous les cas, vous pouvez continuer de nous appeler évidemment sur le standard 01 40 33 9000 parce que votre avis compte, notre avis nous intéresse. Nous parlions de l'affaire Mila mais nous n'allons plus en parler parce que nous avons, je crois, tout dit et nous avons fait le tour de cette question. Monsieur Timéra. Oui. Monsieur Timéra, j'aimerais avoir votre avis sur un sujet en particulier. Sur le comment dirais-je, la proposition de paix de Donald Trump pour le Moyen-Orient. Quel est ton avis? Bon, c'est juste une permission officielle par rapport à un vol officieux, parce que c'est quoi exactement? C'est qu'on donne en fait carte blanche à Israël de légitimer en fait la conquête de territoires qui, du point de vue des Nations Unies, était illégale. La Cisjordanie et les différents territoires occupés en Palestine ne doivent pas appartenir à l'État d'Israël. Or, Donald Trump donne tout simplement permission et quitus au gouvernement israélien. C'est aussi simple que ça, c'est une injustice. Et au fond, ce qui a été rejeté ce qui est en train de se passer au fond aussi, par les Palestiniens eux-mêmes, c'est qu'on est en train d'assister à l'explosion du droit international. Il n'y a plus de droit international. L'ONU est en train d'être enterrée. Nous vivons la même situation que la Société des Nations. Le machin, c'est ce qu'a fait le général de Gaulle. L'ensemble des différentes, ce que Trump fait et l'ensemble des pays occidentaux au fond font du droit international, fait que c'est en fait la loi du plus fort. Ce que Trump est en train de montrer, c'est au fond il n'y a plus de loi. Il n'y a plus de force de la loi, il n'y a que la loi du plus fort. Voilà ce qui est en train d'entériner. Parce que, encore une fois, le peuple palestinien a le droit d'avoir son territoire, son État, et a le droit à l'autodétermination. Et il n'est en aucun cas antisémite et raciste que de dire cette vérité-là. Et qu'il est dans l'intérêt des Juifs, et l'intérêt des Israéliens, et l'intérêt de l'ensemble de la région que de permettre à ce qu'il y ait la paix dans cette région-là. Or, les principaux acteurs de guerre et de conflits dans cette région-là, ce sont ceux qui se targuent d'être présents pour établir la paix. En l'occurrence, les États-Unis et les Européens. Alors toi qui as vécu un petit peu aux États-Unis, Stem, comment est vu Trump en Amérique? Franchement, moi j'ai été surpris que beaucoup de gens de la communauté mexicaine ont voté pour lui. Ah ouais? Et franchement, j'ai rencontré beaucoup de Mexicains qui me disaient... tu vois, comme Sifawi qui vote Le Pen, quoi, c'est pareil. Ah ouais, non. Je sais pas. Je lui demanderai ce soir d'ailleurs. Non, même pas, mais j'ai rencontré beaucoup de Mexicains. Comme moi, je suis enrobé en France, c'est des Mexicains aux États-Unis, tu vois, t'as capté. Enfin, leurs parents viennent du Mexique et tout. Et qui m'ont dit, ouais, moi, mes parents, ils ont voté Trump parce que voilà, il est contre l'avortement, il est très religieux. Et vu que c'est un peuple très croyant, tout ça, ils ont un peu. Mais moi, j'étais surpris de ça. Après, comment il est vu Trump, vu que Los Angeles, c'est une ville très ouverte. C'est une ville qui serait plutôt, qui ressemble un peu à Paris, enfin, dans le sens, comme Paris se veut une ville ouverte d'esprit, tout ça. Los Angeles, j'ai pas beaucoup vu de gens qui étaient pro-Trump. Moi, je faisais pas mal de sketchs sur Trump d'ailleurs, qui marchaient pas mal, donc ça va. Ouais, donc ça veut dire est-ce qu'aujourd'hui on peut dire, comme beaucoup le pensent, qu'il va être réélu ou? Ah, ça, je sais, franchement, là tu me poses une colle, je saurais pas te dire. Je pense que ouais, hein. Moi, je pense qu'il sera réélu. Ouais. Parce que le parti démocrate en face n'ont pas compris ce pourquoi on a voté pour Trump. Ce pourquoi on a voté Trump, c'est pas pour ses idées racistes. Ouais. C'est parce que au fond, on s'est dit que l'establishment n'entend pas la souffrance du peuple, n'entend pas la pauvreté et le déclassement social de la majorité des populations, et n'est à l'écoute que de ceux qui sont un peu les classes bourgeoises, l'élite. Et donc, alors que la majorité ne vit pas la réalité de l'élite, il y a une grande fracture sociale aux États-Unis. De fait, donc, ils n'ont de proposition que d'anti-Trump. Ils n'ont pas quelque chose qui
un peu comme Bernie Sanders. Mais on sait de quelle manière est-ce que cet homme a été floué, parce qu'il y a eu des tricheries. Normalement, c'est lui qui aurait dû être candidat à la place d'Hillary Clinton. Et d'après tous les sondages, c'est lui qui aurait dû gagner contre Trump. Bon. Et donc, le fait que le Parti démocrate ne comprenne pas cela, ils en sont à juste dire, on va revenir à l'ère Obama. Bon, ça, c'est trop tard. L'ère Obama est finish. Et je pense que dans ces conditions-là, Trump va gagner. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. Bon, alors, je crois que... J'avais quelque chose à dire par rapport à ce qui s'est dit par rapport à l'esthétique. Oui, vas-y, je t'en prie. Vas-y. Qu'est-ce qu'il y a ? C'était intéressant, mais ce qui était intéressant dans le propos, c'était... je questionne le caractère superficiel et surtout l'importance que l'on donne à l'apparence, même si l'apparence est important. Et qu'est-ce que cela dit de l'absence de sens et de profondeur? Qu'une personne se suicide parce qu'elle a des boutons sur le visage, ou qu'elle perde de sa confiance ou une confiance en soi parce qu'elle a des problèmes de peau, je crois que ça dit beaucoup de l'évolution de nos sociétés, notamment les sociétés musulmanes telles que le Maroc. Et au fond, ce sont des préoccupations de gens riches. Ce ne sont pas des préoccupations essentielles. Même s'il est important de tenir compte de sa peau, d'avoir une meilleure santé, certes, mais l'exagération que l'on donne à l'apparence, augmenter sa poitrine, voilà, ses fesses et compagnie. Le naturel, c'est toujours mieux. Moi, je trouve que ça dit quelque chose quand même de très très superficiel et de notre société en général. De notre société. Ouais. Et cette pression sur l'apparence est dangereux à mon avis en tous les cas. Bon, allez, on va passer tout de suite au municipal. Je m'excuse auprès d'Abdel qui devait passer, mais le temps est important et le temps de parole évidemment aussi. Puisque mes amis, nous filons à Montreuil, que tout le monde connaît, Montreuil en Seine-Saint-Denis, proche de Paris, que certains disent d'ailleurs comme étant le futur 21e arrondissement de Paris. Les municipales, on en parle. France Maghreb 2, le grand forum spécial municipal 2020, l'entretien d'admission. Invité avec nous, Muriel Mazet. Bonsoir et bienvenue sur France Maghreb 2. Bonsoir, merci. Bonsoir. Alors Muriel Mazet, qui est Muriel Mazet? On veut tout savoir. Est-ce qu'elle peut se présenter pour les auditrices auditeurs et en particulier pour les habitants de Montreuil qu'on appelle des Montreuillois. Voilà. Des Montreuilloises et des Montreuillois. Voilà. Alors, votre présentation, Muriel Mazet, qui êtes-vous? Est-ce que vous pouvez présenter un petit peu votre parcours? D'abord, est-ce que c'est votre première candidature à cette élection ou pas? En tête de liste, oui. D'accord. J'étais candidate sur une liste en 2013-2014. D'accord. Donc j'ai été élue conseillère municipale d'opposition et je suis aujourd'hui présidente du groupe d'opposition qui s'appelle Montreuil Libre. Alors vous êtes soutenu par La République En Marche? Nous sommes soutenus par plusieurs partis et mouvements politiques. Il y a effectivement La République En Marche, le MoDem, les LR et le mouvement de Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, qui s'appelle Libre. Donc vous représentez la branche droite pour Montreuil? Le centre. Oui, puisque le centre. Je suis le centre, le MoDem, centre droit, le MoDem est au centre. Écoutez, je vais vous dire, au tout début de notre élection, nous appelions effectivement centre droit puisque nous avons en 2014 été élus sous l'étiquette LR, UDI et MoDem. D'accord. Entre-temps, donc nous avons laissé cet aspect centre droit puisque notre vocation c'est de nous intéresser à la ville. Depuis 6 ans de mandat, moi je ne suis jamais intervenue sur les histoires de politique nationale parce que je trouve que c'est clivant, parce que ce n'est pas de la compétence d'un conseil municipal. Et depuis que nous avons fait cette ouverture, nous avons avec nous, y compris sur la liste à des places éligibles, des gens qui viennent de la gauche, qui viennent culturellement de la gauche, c'est leur passé, c'est leur habitude, et qui ont décidé de laisser tomber ces étiquettes et qui se présentent à mes côtés sans étiquette politique. D'accord. Donc votre parcours, Muriel Mazet, qui êtes-vous? Enfin, quel est un petit peu votre parcours professionnel? Mon parcours, j'ai fait beaucoup de choses, mais depuis plusieurs années, je suis une professionnelle de la formation. D'accord. Je suis coach. J'ai eu mon propre organisme de formation. Mon dernier job, c'est d'être directrice d'un centre de formation, donc beaucoup impliquée dans tout ce qui est transition professionnelle, reconversion, ouverture et réflexion sur le marché de l'emploi par rapport à des jeunes qui n'ont pas toujours de qualification. Très bien. Alors Montreuil, c'est une grande ville. Muriel Mazet, combien d'habitants? 111 000 et 10 km². Donc c'est grand, effectivement, c'est la deuxième ville de Seine-Saint-Denis. Oui, et certains disent d'ailleurs que ça risque de devenir peut-être le 21e arrondissement de Paris.
J'entends ça depuis un certain temps, effectivement, mais vous savez, Montreuil a une telle identité, des telles spécificités que aucune ville ne ressemble à Montreuil, et elle est amenée à garder son caractère. Et il y a quelque temps. Et son charme. Et son charme, complètement. Quand vous allez à mairie de Montreuil, vous avez l'impression d'être à Bamako. On est encore plus Bamako ailleurs. Quand je dis ça, c'est évidemment pas. Non, mais tout le monde l'assume. C'est plaisant. Oui, nous aimons bien Bamako City, on entend aussi. Ouais. Faut ton passeport pour y aller. À Montreuil, non, il n'y a pas besoin de passeport. On passe d'un quartier à l'autre et on change d'ambiance, d'environnement, et c'est ce qui plaît aux Montreuillois. C'est pour ça que les Montreuilloises et les Montreuillois aiment Montreuil par rapport à toute cette diversité. Parfois, certains ont envie de partir pour d'autres raisons, parce qu'on a des soucis de propreté, de saleté, des choses comme ça. Ouais. Mais c'est une ville culturelle, c'est une ville où toutes sortes de personnes se côtoient, et une ville une espèce de sentiment de liberté, vous voyez. On n'est pas dans des cases, dans des carcans. C'est une ville qui est aussi gérée par les communistes depuis un certain temps. Oui, alors on peut dire sans se tromper qu'il y a 80 ans de gestion de communiste, avec une parenthèse qui était celle de Dominique Voynet, avec un mandat Europe Écologie Les Verts, qui se sont depuis ralliés au maire communiste. Oui, le maire communiste actuel, qui est donc monsieur Patrice Bessac. Patrice Bessac, exactement. Qui en est à son premier mandat. Oui. Si vous deviez le qualifier, ce premier mandat? Je parlerai d'une alliance toxique, puisque... Ah oui, carrément. Oui. Punchline. Parce que il faut, pour ce qu'on appelle une bonne gouvernance, il faut quand même être sur des critères, des objectifs qui sont communs, des valeurs communes. Et effectivement, c'est une municipalité qui termine son mandat avec beaucoup de tensions. Il y a eu beaucoup de communication, beaucoup d'effets de belles paroles, mais surtout, moi, ce que je trouve vraiment dommage et déplaisant, c'est une grande instrumentalisation de la population à des fins politiciennes et idéologiques, à visée nationale. Et on a perdu beaucoup de temps à traiter de sujets qui ne concernent pas la commune, à vouloir nous faire prendre, en tout cas, des positions, mais qui ne sont pas de notre ressort. Vous voyez, c'est ça que et puis les réalisations en elles-mêmes, certains, vous savez, un maire, il fait rien tout seul. Un maire, il fonctionne avec des partenaires, que ce soit le département, que ce soit la région, que ce soit l'État, ne serait-ce que pour les financements. Ouais. Et il peut pas fonctionner tout seul, sinon on s'isole et on ne fait rien. Mais donc, il y a eu des réalisations pendant ce mandat, mais qui ne sont pas les réalisations du maire actuel. Quelle sera votre première grande décision si vous devenez maire de Montreuil le 22 mars prochain? Alors, il y a tellement de choses à faire à Montreuil que des fois je change mes priorités, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que le nerf de la guerre, c'est la gestion, c'est le budget, et qu'on a absolument besoin de faire un audit de situation concernant les dépenses qui ont été faites. Est-ce qu'elles ont été faites intelligemment? Pardon, j'en suis pas sûre. Donc un audit au niveau des finances, plusieurs regards à porter en priorité, un grand plan pour la propreté. Le logement social est dans un état désespérant pour les habitants qui vivent très souvent dans de très mauvaises conditions. Réinstaurer une éthique aussi sur l'attribution des logements. Il y a beaucoup de choses à faire au niveau du personnel. Ouais. Il y a eu beaucoup de souffrances au niveau du personnel. Donc, soit effectivement, il y a eu des défaillances managériales, mais c'est rarement uniquement la raison. La vraie raison, souvent, c'est qu'il n'y a pas assez de recul par rapport à l'analyse d'une organisation, et ce sont finalement les agents qui en souffrent. Très bien, alors je vais laisser mes camarades Ousmane Timera, Islam Saïli et Soraya Rachedi vous poser des questions. Imaginons que vous êtes des habitants de Montreuil, quelle serait la question à poser à peut-être madame la future maire de Montreuil? Je dis bien peut-être. Ce sont les électeurs qui choisiront, et en particulier ceux de Montreuil. Ouais. Vas-y Ousmane, pose des questions. moi je vois partout, ils disent quoi? Cantine gratuite. Dans tous les candidats au maire de toutes les villes, je vois toujours proposition de cantine gratuite. C'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent. Cantine gratuite, c'est possible à Montreuil ou pas? Est-ce que c'est possible en France déjà? Écoutez, tout dépend de la manière dont la ville a été gérée auparavant. Moi, je veux pas faire de promesses que je ne saurais pas tenir.
Donc, on a des tarifs très très bas pour certaines catégories de population qui sont en difficulté. On a des tarifs trop élevés pour certaines familles, par exemple, qui ont plus de moyens, mais qui du coup se trouvent confrontées à des prix plus importants pour leurs enfants. Moi, je veux pas vous dire ça. Je veux pas vous dire cantine gratuite parce que j'attends de voir ce que je vais trouver réellement au niveau du budget. Il n'y a pas moyen de savoir ça avant d'être élu maire, les budgets si, sont je vais accessibles vous dire, quand même. Alors, j'ai travaillé pendant 6 ans sur le budget. Ouais. Travailler sur le budget, ça veut dire que 4 jours avant le conseil municipal, et j'ai été présidente de la commission des finances également. On s'est bien aperçu que ça ne servait pas à grand chose. Quand on vous remet un kilo de documents 4 jours avant un conseil municipal, avec des codifications imposées par le préfet parce qu'il consolide toutes ces villes, je suis un peu technique, je suis désolée, mais pour chaque ligne, un libellé comptable, il faut appeler le service du budget. Donc nous, on a une analyse en masse, le fonctionnement, l'investissement, les associations, mais ligne par ligne, là, ça devient un peu plus compliqué. Moi, ce que je dis, pourquoi est-ce qu'on parle de finances ou vraiment d'analyse, c'est pour regarder dans les masses où est allé l'argent. Quand j'ai par exemple 5 millions de dons pour des organismes divers et sur la ligne organismes divers, je sais pas ce que c'est, eh bien je me dis, ces 5 millions, on peut en faire autre chose. Si ça peut contribuer à alléger les frais de cantine, si j'ai les moyens, oui. Mais il faut juste savoir que la ville est endettée à 213 millions d'euros et ça représente 2000 euros par personne, par habitant. Voilà, donc c'est pour ça que, voilà, sur ce qui est chiffre à ce niveau-là, je m'engage pas. D'accord. Merci déjà pour votre présentation. On sent que vous savez de quoi vous parlez. Oui, ça c'est vrai. Mais il y a quelque chose qui me dérange. J'aimerais vous en faire part sans vous offenser. C'est que j'ai l'impression que comme l'État français est géré par des personnes qui ne voient de priorité que dans la gestion, j'ai l'impression que c'est ce que vous voulez faire aussi au niveau de la ville de Montreuil, parce que vous avez parlé beaucoup de gestion et pas de vision. Or, j'ai l'impression qu'on essaie de réduire le politique à la simple gestion des finances et à, au fond, confondre la gestion d'un État comme la gestion d'une mairie à la gestion d'un individu ou d'une famille. Le fait que la ville de Montreuil soit endettée ou pas, c'est pas une question en soi. La question c'est pourquoi est-ce qu'ils sont endettés? Qu'est-ce qui a été utilisé? Parce que si c'est un investissement pour l'avenir, c'est pas la même chose que si c'est pour juste les dépenses courantes. Je suis tout à fait d'accord. Vous avez remarqué que c'est pas des questions à la BFM TV ici, hein, vous avez remarqué. Non, je suis tout à fait d'accord. Donc, quelle est votre vision au-delà de la gestion? Et si votre priorité c'est la gestion, est-ce que vous ne craignez pas justement de rétrécir, au fond, les différentes activités que la mairie faisait. Par exemple, le fait de financer des associations, d'avoir une vie locale très très riche. Je parle ainsi parce que j'ai déjà travaillé à Montreuil il y a 10 ans à peu près, donc je vois à peu près de quoi il s'agit. Donc voilà, est-ce que vous craignez pas qu'il y a un biais gestionnaire au-delà de la vision? Je vais être très très clair là-dessus. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais j'ai parfaitement conscience que le mot gestion, dans l'esprit de beaucoup de personnes, c'est très très abstrait. Quand je dis gestion, c'est parce que moi justement, je vais dire, je suis pas une politicienne. J'ai commencé la politique en 2013. J'habite Montreuil depuis plus de 25 ans. Je suis une mère de famille. Je vis comme tout le monde là-bas. J'ai appris à connaître mon quartier, les quartiers qui m'entourent, à voir quelles étaient les associations, les loisirs. Moi, ce qui m'intéressait dans la politique, c'est l'humain, c'est le contact. Et c'est justement en entendant, parce qu'on est allé les voir, les associations, qui nous ont demandé 200 € pour des bricoles. Et que on a fait les démarches à la mairie, en tant qu'opposante, pour avoir 200 € de t-shirt. On ne les a pas eus. En revanche, effectivement, on peut se dire, tiens, pourquoi cette association-là, celle-là, elle a eu 2 fois 200 000 €. Moi, je suis quelqu'un de juste, je suis quelqu'un d'équitable. Pour bien vivre dans sa vie, dans sa vie déjà, oui, et dans sa ville, il faut avoir ce sentiment de justice. Si on porte en permanence un soupçon d'injustice, vrai ou faux, ça peut pas marcher. Une ville, c'est un équilibre entre toutes ces activités, entre tous ses habitants. Et je vais vous dire, si avec la gestion qui m'intéressait, je serais expert comptable. C'est pas ce que je préfère. Moi, ce que je veux, c'est que les gens puissent bien vivre dans leur quartier, parce que je peux vous assurer qu'on a des quartiers extrêmement délaissés, qu'il y ait une dimension culturelle vraiment élargie, ouverte, pas seulement un seul type de culture, que nos enfants dans les centres de loisirs et des maisons. Un seul type de culture. Eh bien parce que parfois, dans une mairie qui est dirigée au niveau idéologique,
On a parfois des films avec des débats intellectuels ou des choses comme ça. Et puis peut-être qu'on a envie... Ah bah, à l'occurrence, si vous voulez... l'idéologie de gauche. Non, moi ce que je suis en train de vous dire, c'est que j'aimerais bien aller voir un spectacle qui me fait plaisir, du divertissement, que les enfants aient des divertissements plutôt que de devoir prendre le métro pour aller s'amuser à Paris. Islam Seili, il est comédien, si vous voulez, vous pouvez l'inviter à Montreuil. Voilà. Ah bah, y a pas de souci. C'était ma question par rapport à la culture. Soraya. Oui, à la culture, donc à l'éducation et la culture. Quels sont vos projets justement pour développer la culture à Montreuil? Eh bien justement, il y a plusieurs choses. C'est d'entendre ce que les habitants veulent, surtout ceux qui vont à des spectacles ou au théâtre. À Paris, ceux qui se disent tiens j'amène voir mon fils voir une pièce en anglais par exemple. Pourquoi nous on n'aurait pas une pièce en anglais pour les adolescents? Pourquoi on n'aurait pas des fois on a l'impression qu'on n'a pas le droit au beau à Montreuil. Pourquoi on n'aurait pas des jolies choses? Je croise aussi au marché aux puces, il y a des belles choses. Hein. Je croise aussi des personnes qui me disent moi j'habitais dans une autre ville avant, je vais au théâtre dans mon ancienne ville et je me rappelle cette dame croisée dans la rue qui m'a dit oh bah ça reste c'est pour eux, c'est entre eux et tout le monde n'a pas les mêmes goûts. Mais même je vais même vous dire si on pouvait présenter un French Cancan, moi je serais contente. Je trouve ça pourquoi pas. Donc au fond votre proposition culturelle ce serait un peu d'élargir, diversifier, élargir, et je vais vous dire aussi une approche inclusive par rapport à comment on peut faire partager la culture, par exemple, aux personnes porteuses de handicap. Ah oui. Ça, c'est une autre démarche. Oui. Ça pas du tout. Ça coûte cher, ça, vous savez ça. Mais il y a des priorités. Je veux dire, si vous décidez que vous faites un choix politique de vous occuper, parce que c'est toujours des choix politiques de s'occuper de tel ou tel besoin, de telle ou telle personne dans telle ou telle situation, le maire peut le faire. C'est pas ce qui va coûter le plus cher. Dernière question, qui a envie de la poser? Ousmane, Islam ou Soraya? Allez. Moi j'ai une question. Vas-y Ousmane. Enfin une question. En fait, je n'arrive pas à avoir votre vision. Vous avez des propositions, mais surtout des propositions qui visent à vous positionner par rapport à l'actuel programme, à l'actuelle gestion. Vous positionnez contre. Moi, ce que j'aimerais entendre, c'est quelle est votre vision, quelle est votre priorité. Vous avez mis un point particulier sur la question de la gestion. Le logement. Mais ce que je veux dire, c'est quoi votre vision? Quel est votre projet pour que Montreuil soit une ville pour le 21e siècle, qui soit un exemple? D'autant qu'il y a beaucoup de transformations qui ont lieu à Paris, avec le Grand Paris, avec... au niveau de l'aménagement du territoire, avec un certain nombre de métros qui sont... Le tramway qui va pas tarder d'arriver à Montreuil, paraît-il. Oui, etc. C'est la région qui est compétente et l'État, effectivement. Quelle est la politique d'ensemble quel est le point central sur lequel vous allez vous appuyer pour développer votre ville? Point central, je peux pas répondre avec un point central parce que dans ma démarche, depuis, vous savez, ne serait-ce que depuis 1 an, on nous dit, vous venez nous voir dans nos quartiers, nous les élus depuis 2014 on les a pas vus. Donc il n'y a pas un point central. Ils ont des préoccupations sur les transports. Il y a des personnes qui peuvent plus venir faire leurs courses au centre-ville, ils vont dans les villes avoisinantes. Il y a des problèmes sur les logements. Il y a des problèmes sur les écoles. Les gens ont envie et puis surtout ce grand chantier sur la propreté, on n'y échappera pas. Donc la vision elle est pour tout le monde. On a une vision écologique, on veut une ville équilibrée. Certains voudraient que tout le monde soit en vélo. Nous on veut bien qu'il y ait des circulations apaisées, par exemple, et que aussi les riverains aient de la tranquillité par rapport aux véhicules qui circulent un petit peu partout, qui les dérangent. Mais on pense aussi aux personnes qui ont du mal à marcher, aux personnes qui sont un peu âgées, qui ont une famille, qui ont besoin de faire des grosses courses et qui ne peuvent pas le faire en vélo. Vous voyez, c'est parce que Montreuil, c'est pas comme un arrondissement parisien. Montreuil, c'est plusieurs villes dans une ville, c'est plusieurs besoins, c'est plusieurs quartiers, villages. On a 14 quartiers. Et chaque quartier a son identité. Donc dans notre programme, il va être, je vous le dis tout de suite, énorme, Il n'est pas encore connu. Il n'est pas encore connu. D'accord. Il sera détaillé quand? Mi-février. Mi-février, d'accord. Muriel Mazet, pour terminer, ça c'est pour tout le monde pareil. Vous avez 1 minute pour vous adresser aux habitants de Montreuil qui nous écoutent, et ils sont beaucoup d'ailleurs à nous écouter, pour leur dire pourquoi il faut voter le 15 mars prochain pour Muriel Mazet. C'est à vous de jouer, Muriel Mazet. Je vous remercie. Moi, ce que j'ai envie de dire aux habitants qui sont désespérés. Vous savez, quand on a un taux d'abstention de 50%, c'est très mauvais signe. Moi, j'ai envie de dire aux jeunes de venir nous voir, de venir nous parler, de s'emparer des cités et des sujets citoyens, de construire avec nous, d'apporter leurs idées, mais surtout de pas se mettre en retrait. J'ai envie de dire aux Montreuillois, ne vous découragez pas. Je sais, beaucoup m'ont dit on ne vote plus
parce qu'on est désabusé. Mais oui, depuis 80 ans, c'est le même système. Donc si on ne vote pas, ça veut dire qu'on laisse perdurer le même système. Vous voulez que votre ville change, ce dynamisme, on n'a pas parlé du dynamisme économique, mais c'est une vraie question aussi. Eh bien, ne reproduisez pas les mêmes schémas. Allez vers un changement qui sera réel. Si vous ne faites pas ça, vous allez autoriser la stagnation et même la désolation dans certains quartiers. Je dis vraiment désolation. Donc on compte sur vous, osez, bougez, la porte est ouverte, notre liste est ouverte à tous. Si vous avez envie de vous investir, contactez-nous. Merci, vous avez parfaitement respecté le timing. En tout cas, merci beaucoup Muriel Mazet. À très bientôt. Merci. Donc pour cette élection, pour le 15 mars prochain, vous allez faire quoi si vous vous retrouvez au second tour? Enfin, si vous n'êtes pas au second tour, est-ce que vous allez vous rallier à un des candidats ou pas? Non. Oui, parce que vous n'allez pas me dire le contraire de toute façon. Certains, non. Les Verts et les Rouges ont déjà prévu de se rallier, c'est déjà prévu. Nous, non. D'accord. Bon, d'accord. Merci beaucoup et bonne chance. Merci à vous, merci de votre accueil. Bon, mes amis, Ousmane, Soraya et Islem, il faut qu'on se parle, les amis, parce qu'on va devoir se laisser un petit peu plus tôt que d'habitude, parce que ce soir j'ai émission, les gars. Ah. Bah oui, 22h sur C8 dans Balance ton poste, soyez là au rendez-vous. On va parler de l'affaire Mila et entre autres parmi mes interlocuteurs Mohamed Sifawi qui sera sur le plateau. Donc voilà, je dois partir un tout petit peu plus tôt que prévu parce que voilà, il faut que je sois prêt, il faut que je sois bien habillé, tout ça, beau gosse. Comme toujours. Bah voilà, merci Soraya. Tu vas mettre quoi comme parfum? Mon parfum, ils sont bons, hein. Ouais, ils sont bons. Je le sens d'ici en plus. Oui, voilà. Et mais pas sûr que ça serve pour la télé. Non, mais pour séduire, tu sais, les. Sifawi, t'inquiète. Ah oui, tu crois? Bon, en tout cas, merci à tous les trois. Ousmane, on te revoit bientôt. Tu reviens bientôt en France? Ouais, je reviens bientôt. Bon, très bien. Islam, tu reviens, hein, là, tu pars pas tout de suite pour l'instant. Ouais, non, t'inquiète, je suis là, ouais. Bon, mais Soraya, elle est là, tout va bien. Moi, je suis là. Merci à tous les trois et rendez-vous demain, les amis, à partir de 16h pour le LGF. Bonne soirée à tous sur France Maghreb 2.